Bienvenue chez les Grandes Gueules, si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Avec vous, Jacques Lévalino. Bonjour, bienvenue mon cher. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour madame, bonjour à tous. Mohamed Mara. Bonjour. Pourquoi je veux dire Alphonse Mara? C'est activé pour toi. Pourtant, nous n'avons même pas les mêmes boîtes crâniennes. Oui, il y a Mara. C'est pas loin. Hein. Voilà, c'est quand même la même racaille. On n'a même pas la même boîte crânienne. Bonjour Moussa Yerova. C'est la même racaille. Bonjour. Daouda. Et puis, on est encore envoyé ce matin. Ils sont quand même deux Kouranko. C'est cela la vérité. Voilà. C'est deux Kouranko. C'est la même. Deux Kouranko célèbres. Grande gueule. Mais pour le moment, je suis seul, envahi par deux caissiers dans le studio. Et quelle célébrité. Quelle célébrité. Alors, on parle, je le disais, tension entre la Saint-If et le ministre de la Justice. La Saint-If sort renforcée, Jacques Lévalino. Oui, vous savez, hier, nous étions dans l'obligation de revenir sur le sujet. Avant-hier, quand on a appris qu'il y a justement des actions judiciaires qui étaient engagées ou qui devraient être engagées contre le président de la Saint-If, nous sommes intéressés au sujet alors que Mara était en train d'expliquer justement ce qui se serait passé. Nous avons sollicité le ministre de la Justice et nous l'avons eu au téléphone. Il a répondu à nos questions. Il a semblé dire qu'il avait autorité à agir, à remettre en cause les démarches de la Saint-If et puis aller même jusqu'à peut-être vouloir, si vous voulez, imposer à l'intérieur un certain nombre de choses, puisqu'il disait, il a lâché le mot, le ministère de la Justice est représenté au sein de la Saint-If. Ce qui se passait quoi? Pour rappeler justement ce qui s'est passé, le Premier ministre, c'est pédagogique, on va le faire, le Premier ministre a, au cours d'un conseil des ministres, émis le souhait qu'on examine les cas des citoyens dont les comptes sont gelés depuis la prise du pouvoir par le CNRD. Donc, il ne disait pas dégeler tout le monde, mais examiner au cas par cas ceux qui n'ont pas de problème avec la justice, ceux dont les comptes ne souffrent d'aucun doute, d'aucune contestation, que ces comptes-là soient, n'est-ce pas, dégelés pour leur permettre de toucher et de permettre à l'économie de tourner. Donc, ça c'est un conseil des ministres. Le ministre de la Justice a cru bon d'engager des poursuites judiciaires contre tout le monde. C'est la fameuse liste de 187 personnes qui a circulé, sur laquelle on avait même des cas de mort, et ce qui a provoqué un peu l'indignation de certains Guinéens. Alors, depuis lors, il a été donc demandé à la Saint-If quand même de vérifier. Le travail a commencé, mais je crois qu'il n'allait pas à l'allure que voulait le ministère de la Justice. D'abord, c'est le procureur du tribunal de première instance de Kaloum qui va demander à la Saint-If de lui fournir des informations. Le président de la Saint-If va donc marquer de la réticence. Et bon, au départ, on ne comprenait pas. Et puis après, le procureur général, finalement, on va dire que le monsieur ne peut pas traiter le dossier parce qu'il a une compétence. Il a sur la liste des 187 le nom de son père et le nom de son beau-frère. Donc cela était suffisant pour douter de son impartialité à traiter, n'est-ce pas, de ce dossier. Et l'autre élément, on nous l'a fait savoir que le monsieur a 2 tours jumelles quelque part, et donc c'est quelqu'un qui serait corrompu, il ne peut pas continuer à travailler. J'ai dit que nous étions dans l'obligation de revenir sur le sujet hier parce que nous nous sommes rendus compte après l'émission que le ministère de la Justice et le procureur général s'étaient peut-être trompés. Parce que la Saint-If, au niveau de l'article 75 qui parle de son fonctionnement et puis de son organisation, il est très clair que la Saint-If a une autonomie et donc peut décider de collaborer ou de ne pas collaborer avec une institution. Donc c'était bien ça. Et puis la tutelle, c'est la Banque centrale de la République de Guinée. Et même avec la Banque centrale, il y a, si vous voulez, des attributions assez distinctes entre les deux. Ce qui a été fait hier nuit, c'est quoi? Au-delà donc de cet article qu'on a pu voir dans la loi portant création de la Saint-If, le président de la République va prendre un décret pour être beaucoup plus clair. Et je crois au-delà... On a suivi ce long décret. Voilà, au-delà donc des institutions, puisque peut-être quand c'est institution, c'est un peu flou dans la tête des gens, mais le décret dit clairement, la Saint-If ne doit recevoir d'ordre d'aucun ministre.
d'aucun ministre. Et ça, cette phrase. D'injonction. C'est le terme injonction. Le terme injonction. Donc, ne doit recevoir aucune injonction venant, n'est-ce pas, d'un ministre. Ce qui veut donc dire que, au-delà de la loi déjà qui renforce un peu la CENTIF, ce décret vient taire tous les débats et adresser quand même un message au ministre de la Justice. Vous pouvez... Qui était d'ailleurs remonté dans votre émission, je l'ai écouté, je me suis dit, il pouvait y aller mollo, essayer d'expliquer pour que les gens puissent comprendre. Mais dire je n'ai pas besoin de regarder le visage de quelqu'un, de n'importe quoi, ça renvoie un message. Je pense dire qu'il n'a pas besoin de l'approbation de la présidence. Je pense d'ailleurs, quand on lui a dit qu'il a été désapprouvé, du soutien du chef de l'État. Mais ça, c'est le chef de l'État là qui vient d'agir. Et ce qu'on était en train de dire, je crois que si il avait bien géré ça, ça n'allait même pas sortir. C'est lui qui a dessaisi la CENTIF de ce dossier. Il a dit on enlève là-bas, on amène à la DPJ. La DPJ ne peut pas demander des informations à la CENTIF. La DPJ ne peut pas. Le procureur du tribunal de première instance de Kaloum ne peut pas demander. La CENTIF a été faite de manière à lui rendre assez autonome et indépendante. C'est la seule façon pour elle de pouvoir enquêter sur n'importe qui, sur le ministre, sur le premier ministre, sur les présidents d'institutions et peut-être même sur le chef de l'État. C'est la CENTIF qui a cette possibilité d'aller fouiller dans les comptes de tout le monde. Donc si la cellule devrait recevoir des injonctions d'un ministre, je crois qu'un beau matin on pourrait assister, si vous voulez, à la destruction totale de cet élément. Et il faut bien dire que le gouvernement d'Alpha Condé a fait quelque chose de beau, en dotant, n'est-ce pas, le pays de ses institutions, même si quand ils étaient là... Même si elle n'était pas fonctionnelle à l'époque. C'était fonctionnel. À la fin, attention, elle fonctionnait très bien vers la fin. En fait, toutes les institutions étaient fonctionnelles, mais on avait du mal à connaître les résultats. C'est quoi la différence? Bon, la différence, c'est qu'ils recevaient les rapports. Ils recevaient des rapports. On les mettait dans les tiroirs, ça sert à rien. Les autres faisaient leur job. Ça, c'est pas la CENTIF. Ça, c'est pas la CENTIF. C'est la décision. La décision appartient aux autorités et à la justice. Eux, ils font leur travail, ils font des rapports, ils envoient aux autorités compétentes. Aux autorités compétentes. Les autorités gardaient les résultats dans les tiroirs. Des décisions qui étaient, si vous voulez, les plus appropriées pour aller, si c'est des procédures judiciaires qu'on devrait engager, que cela soit fait, ou alors si c'est des interpellations simples pour demander aux gens de rembourser, si c'est des cas de vol qui sont constatés, que cela soit fait. Mais c'est ce qui n'était pas fait. C'est ce qui faisait que beaucoup ne comprenaient pas les attributions et même l'importance de ces institutions. De la CENTIF, c'est maintenant là qu'on se rend compte. Je pense que le ministre de la Justice, moi je ne veux pas être dur ce matin, j'ai dit tout simplement, il y a là au-delà... C'est des choses qui arrivent. Moi je pense que la meilleure chose à faire, c'est de tirer les leçons et d'y aller doucement. Et de se dire... Quoi qu'on dise, Charles... Oui, il a de la qualité. Il peut faire de bonnes choses. Il n'a qu'à faire doucement. Il faut aller mollo. Voilà. Parce que les gens lui prêtent des intentions. Qu'il y aille doucement, il faut faire de belles choses. Quand la passion l'emporte, c'est compliqué. Voilà, les gens lui prêtent des intentions, il ne faut pas qu'il leur donne raison. Justement. Parce que depuis un moment, il s'est dit qu'il veut, si vous voulez, créer de la zizanie dans toutes les institutions pour mettre ses hommes. Et cela... Il ne faut pas qu'il donne raison aux gens. Mais ça ne marchera pas. Peut-être il peut agir au sein des tribunaux. Il a le pouvoir. Ça ne marchera pas à tous les coups. Même ça, il y a le CSM qui doit être en vérité, qui doit être consulté pour des nominations, etc. Il est quand même en train de le faire. D'après ce que nous entendons dire certains proches du milieu, il y a certaines nominations qui ne requièrent pas l'approbation du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est encore à lui de rassurer l'opinion. Déjà, son engagement est bien accepté, bien acclamé. Il faut qu'il fasse en sorte que toute décision qu'il prenne, qu'il soit adossé, n'est-ce pas, à la procédure, parce que la procédure, elle est très importante. La loi, elle est très importante. Alors, Mohamed Mara, vous avez également suivi cette actualité, ce long décret hier, lui, à la télévision. Je m'inquiétais même pour la journaliste, tellement que c'était long. Allez-y, Mohamed. Oui, personnellement, c'était une surprise agréable pour moi. Vous savez, nous, journalistes, nous prenons des risques. Les grandes gueules. Nous savions qu'en allant sur ce sujet, que nous aurions essuyé la foudre du ministre. Nous le savions.
en allant sur ce sujet, je savais déjà, d'ailleurs, sa réaction, parce que dès que j'ai commencé à toucher le sujet, vous avez suivi, il a voulu tout de suite intervenir là-dessus. Et ce qui me gêne dans cette histoire, je le disais aux collègues tout à l'heure, en off, moi, je souffre quand je parle de Charles. Qu'ils le reconnaissent ou pas, parce qu'on se souvient de sa réponse récemment à l'endroit de la presse. Mais qu'ils le reconnaissent ou pas, la presse est pour beaucoup également dans ce qu'il est devenu comme étant Monsieur Charles, connu et apprécié de beaucoup de Guinéens. Même si désormais il botte cela en touche, des journalistes ont pris des risques pour lui ici. Des journalistes ont pris des risques pour lui. Mais comment ils bottent cela en touche? Non, mais rappelez-vous... Il ne peut pas le nier. Hein? Oui, l'histoire c'est écrit. Si tu veux, on ressort l'interview. Voilà. Mais ce n'est pas totalement ça aujourd'hui. D'ailleurs, nous, les journalistes, on a été plus souvent ciblés par M. Wright que n'importe qui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Comment il s'appelait l'ancien... le journaliste sportif qui avait été également condamné d'ailleurs par lui en tant que juge et déposé à la maison centrale. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Donc, mais ce dont il est question sur ce sujet, lorsque, je vous le dis, j'ai vu son communiqué, j'étais ahuri, connaissant la sensibilité de la question CENTIF. Le fait même déjà qu'il balance comme ça le nom du président de la CENTIF publiquement, c'est vrai, après le décret, il y a très peu de gens qui se souviennent de cette institution. Parce qu'en réalité, ce sont des services de renseignement. Même si leur objet porte sur les questions financières et de financement du terrorisme et tout ce qui s'ensuit. Mais ce sont en réalité des services de renseignement. Alors, mais quand j'ai vu ce qui allait, au début, j'étais choqué. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc ce monsieur, lui aussi, il est dans la corruption. Parce que je me suis dit, en amont, le président de l'ancienne Agence nationale de lutte contre la corruption est poursuivi devant la CRIEF. Donc celui-là également... Donc, vous imaginez mon étonnement, mais mon indignation. Et puis, j'ai commencé à... Être cité ne veut pas dire qu'on est déjà coupable. J'ai dit oui, mais vous savez que c'est déjà grave lorsque vous dirigez... Attention, quand vous dirigez une telle institution, moi, d'ailleurs, je dirais à de telles personnalités, si vous êtes blanchi, parce qu'il faudrait d'abord s'assurer qu'il y avait des éléments concomitants. Il y avait énormément d'éléments qui pouvaient aller dans ce sens. Mais on ne balance pas les noms des gens comme ça, sans rien. Et je vous ai expliqué hier qu'en réalité, la divulgation de cette liste des 188 personnes, Jacques est suffisamment revenu là-dessus, n'obéissait à rien. Il n'y avait aucun élément d'enquête. On a dit geler les comptes, ils ont gelé. Le ministre semble ignorer qu'il n'y a même pas 188. Il y en a près de 400, il y en a dans les 300, environ 387, non. Mais puisque le Premier ministre dit dégeler en tenant compte au cas par cas des situations, lui est fâché, il passe outre et les listes dont il dispose, non seulement il les divulgue en disant directement poursuite, tu vas dire poursuite si au moins tu as des éléments qui t'amènent à penser qu'il y a quelque chose. Mais tu dis poursuite, mais deuxièmement pour obliger bien entendu l'appareil judiciaire de se mettre en branle, ainsi de suite et tout. Mais deuxièmement, j'avais expliqué que cette méthode-là, moi je restais dubitatif là-dessus, parce que balancer comme ça les noms des gens sur la place publique, on dit détournement, vous imaginez si après ces gens-là sont blanchis, combien de gens ont la chance de Dr Fodé non, déjà il y a une qui vient d'être nommée. Non, j'en reviens, on vient là-dessus tout à l'heure. Vous comprenez? Donc, je vous l'ai dit qu'il y a même des gens sur les comptes qui n'ont même pas 50 millions sur leur compte et qui sont concernés par des gens qui ont eu plus de 30 ans, 35 ans de service. Et tu t'étonnes que ces gens-là aient la modique somme quand même de 5 000 $ par exemple sur leur compte. Donc, j'ai dit, il est allé précipitamment. Et après, il dit, bon, on poursuit. Et c'est le procureur général qui demande au procureur de la République d'écrire à la CENTIF. J'ai expliqué que cela était même illégal. À la limite, c'est le procureur général lui-même qui peut écrire à la CENTIF. À la limite. La loi, justement, 024 l'autorise. Et il se trouve que le procureur spécial près, justement, la CRIEF, lui avait déjà demandé les dossiers. Le monsieur avait, comment on appelle ça, la CENTIF avait déjà transféré ses listes et la lettre qui les saisissait. Mais bien entendu. Donc ce fonds de dossier, il l'avait déjà transféré à la CRIEF. À partir du moment où on demande à un procureur de la République de reprendre cette enquête, qui écrit à la CENTIF pour dire dessaisissez-vous, mais puis pour dire donnez-nous vos données, ça c'est un problème. Donnez-nous des informations sur ces noms, ce qu'on devrait savoir, c'est une chose. Mais demander à une agence de renseignement de vous fournir les données, c'est une autre histoire. Oui.
Dans un pays, dans tous les pays du monde, vous savez la guerre qu'il y a autour des données. Comme ça, un procureur, imaginez, il y a combien de procureurs de TPI en Guinée? Si tous les procureurs et tous les substituts de procureurs devaient se lever pour demander à la CENTIF, fournissez-nous des données, demandez au service de renseignement, fournissez-nous, vous imaginez déjà le danger. Et maintenant, voilà d'ailleurs l'un des dangers que je vous explique. Peut-être que les gens ne comprennent pas très bien qu'est-ce qui se joue là. Les noms sont à la CRIEF. Des enquêtes sont ouvertes. La CRIEF travaille la plupart du temps avec la DCIJ et parfois la... Comment elle s'appelle la DPJ. Les deux entités généralement pour auditionner les gens et tout. Et c'est à la suite d'ailleurs de l'une de ces auditions que M. Mohamed Lamine Bangoura hier a été placé sous mandat de dépôt. On en parle tout à l'heure. Alors, mais la CRIEF est là-dessus. Bizarrement, pendant que la CRIEF est saisie, c'est quand même une cour donc supérieure au TPI. Le ministre demande au procureur général de faire instruire. Et sachant bien que l'autre a déjà le dossier, celui-là demande aussi à un procureur de TPI de se saisir le dossier et même de dessaisir la CENTIF. En lui demandant quoi? Les données. Les données ne peuvent pas être transférées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même en matière de défense, vous savez qu'il y a 14 classifications des données. Même pas. Imagine par exemple que le ministre fasse une injonction. Le procureur général, lui, qui est censé être au courant de cette situation, peut répondre au ministre que ce n'est pas possible. Je me demande d'ailleurs, est-ce un problème de compétence ou d'ignorance de la loi, ou est-ce que c'était fait exprès? Parce qu'ils savaient pertinemment que ça ne se fait pas. Les gens vous disent, on est dans l'illégal, on ne peut pas le faire. On vous donne des informations que vous souhaitez, mais on ne peut pas vous transférer les données. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est même pas cela, Yero. Vous dites au procureur de ce pays, reprenez le dossier, sachant bien que la CRIEF s'y intéresse. Désormais, ça c'est une boîte de Pandore ouverte à la fois à la corruption, contrairement à ce qu'on reproche même à la CENTIF. Je pense même que c'est plutôt là un nid véritable de potentiel ou de corruption future. Si tous les procureurs de TPI peuvent saisir la CENTIF pour dire, bon, on enlève une enquête de la CRIEF, vous imaginez ce qui va se passer? Les gens déjà à la CRIEF vont dire quoi? Chacun peut utiliser son avocat justement pour saisir un TPI, pour dire, bon, c'est possible de les dessaisir. Donc ça crée déjà de la zizanie. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir le même dossier pendant devant deux cours ou deux institutions judiciaires. Il y en a toujours une qui est dessaisie en rapport du lien de connexité. Quand il y a un lien de connexité, il y en a une qui est dessaisie pour envoyer à l'autre. Si vous avez un dossier criminel, mais portant sur des questions financières ou même un délit financier, par exemple au TPI, par exemple de Dixin, le montant arrive à un certain niveau où après dans les enquêtes on se rend compte qu'il y a des implications. Vous pouvez saisir la CRIEF ou la CRIEF peut se saisir de ce dossier justement en raison de ces liens de connexité. Mais ils ont le dossier. Vous ne leur dites même pas. Pourquoi ne pas avoir demandé à la CRIEF directement, dessaisissez-vous? Mais on veut envoyer ça au TPI. C'est déjà un problème. Mais de l'autre côté, on nous a expliqué que c'est quand même des gens qui ont mis quand même les noms de leurs proches. Parce que ce qu'on leur a demandé, à l'origine, ce n'est pas de mener une enquête. On leur a dit, gelez les comptes, fournissez des listes. C'est tout ce qu'on leur a demandé. Les proches ont des noms, là, on dit faites-le. Mais pire, ce que le ministre ne dit pas, ce sont les pressions sur la CENTIF. Nous, on apprend dans les couloirs qu'il y a même eu beaucoup de pressions extérieures pour mettre les noms de tel ou de tel ancien dignitaire. C'est ça l'autre problème. C'est justement l'une des raisons de la publication de ce décret-là hier. Pour dire que désormais, aucun ministre ne peut s'adresser directement à la CENTIF. Parce que la CENTIF, on vous l'a dit, elle a un fonctionnement particulier, quoique sous la tutelle de la Banque centrale de la République Guinée, mais elle a un fonctionnement particulier. Imaginez si chaque ministre peut donner l'injonction là-bas, mettez le nom de tel. Vous savez, ce serait un nid de règlement de compte. Justement, eux ils font quoi? Eux ils surveillent les flux financiers au niveau des banques et tout. Mais il y a des gens qui sont des milliardaires dont l'argent ne se trouve pas dans les banques. S'ils disent on n'a pas, nos données ne nous permettent pas de mettre un nom, tu ne peux pas insister. Et en représailles, on dit bon, tu as quand même le Twin Tsawa de Bambeto, on va ouvrir une enquête sur toi, ainsi de suite. En réalité, ça apparaît comme étant des représailles. Je dis, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, le ministre doit faire preuve de calme, de sagesse. Ouais. Parce que ce qui s'est passé là, à mon avis, n'honore pas la République. C'est quand même des secrets, normalement à un certain niveau. C'est quand même des procédures à un certain niveau qui se sont retrouvés sur la place publique. Et vous venez, on est en train d'accuser tel ou tel ou tel. Bon, maintenant,
les organisations internationales auxquelles la CENTIF appartient, maintenant vont saisir la Guinée, vont écrire pour demander pourquoi c'est un ministre qui interpelle un président de CENTIF. Bien. Qui aura créé ce précédent? Bon, je pense qu'il va tirer les leçons. Mafoudia, bonjour, merci de nous rejoindre. Merci, bonjour Yero. Bien, allez-y Guiba sur la question. Oui, d'abord il faut préciser que c'est la CENTIF, c'est... Guiba, activez votre micro. Ouais. Il faut préciser que la CENTIF, c'est une AAI, autorité administrative indépendante. Hier, la journaliste, elle est revenue sur cela. Et aussi hier, on en parlait dans ce studio. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en plus des prérogatives qui sont accordées à cette institution au niveau de l'article 75, le président de la République, hier, quel que soit le bout par lequel on va prendre cette sortie, je pense que c'est un désaveu cinglant pour le ministre de la Justice. Une mise au point. Une mise Parfois, au point. Il faut mettre... C'est un désaveu, Madame Yero. C'est devenu un désaveu. C'est un désaveu. Oui, en même temps, il fait une mise au point. Parce que s'il y a la loi a déjà fait la mise au point. Oui. La loi avait déjà fait la mise au point. Hein. C'est connu. C'est flagrant. On pouvait se passer de cela, mais il fallait quand même attirer l'attention pour dire attention, ne marchez pas sur les plates-bandes des autres. Sinon, la loi, elle était claire. Vous avez là l'article 75. L'article était clair. Par exemple, je suis sûr que si le ministre Charles Wright n'avait pas fait cette sortie sur les grandes gueules, on n'en serait pas arrivé là. On n'en serait pas arrivé là. On l'aurait pas fait. Parce que, en fait, les médias, c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler dans les médias. Et c'est nous qui disons le problème, ce n'est même pas le fait de parler. Mais parler n'est pas le problème. Non, parler n'est pas le problème. Ça dépend de ce que tu dis. Non, ça dépend de ce que tu dis. Voilà. Parce que après, quand tu vas jusqu'à dire que tu n'as pas besoin de soutien de la présidence, les médias, ce sont les médias. C'est un couteau à double tranchant. Ça dépend de ce que tu dis. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un moment pour communiquer. Les gens se murent dans un silence. Il y a un moment pour communiquer. Il y a un moment pour se taire. Oui. Moi, je pense que le problème, ce n'est même pas la sortie. Il peut prendre la parole. Le problème, c'est la démarche. C'est ce qu'on a condamné ici sur ce plateau. C'est le fait de demander à un procureur général, de saisir à un procureur de la République, qui à son tour de demander à la CENTIF d'arrêter et de fournir les données. C'est là d'abord le problème. C'est ce que le président a pris. Le président, il a des conseillers autour de lui qui lui disent attention, on n'est pas sur la bonne voie. On l'a rappelé, l'essentiel des dossiers sur lesquels travaille les grandes gueules, ce sont des rapports de la CENTIF, mais aussi de l'ORDEF, qui sont des rapports qui en sont assez fournis. Parce qu'ils ont constaté, j'ai échangé avec une source très proche de ces dossiers, qui nous disait que les éléments qui viennent par exemple des CIJ, ce sont des papiers volants. Absolument. On ne peut pas condamner une personne sur la base comme ça des supputations. C'est quand il y a des indices graves et concordants qu'on décide d'inculper une personne. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la DCIJ? C'est des gens qui sont déjà, comme on appelle, pointés du doigt, qui viennent écouter là. Il n'y a pas d'enquête. La DCIJ n'a pas mené d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Mais lorsqu'ils sont auditionnés, ils écoutent les gens, ils écrivent, après ils remontent. C'est pas eux. Lorsqu'ils écoutent, il y a un PV qui est fait et on vous transfère. Sauf que les données qui viennent, les gens se plaignent de cela. Et aujourd'hui, l'ORDEF est en train de les faciliter la tâche et la CENTIF. Vous prenez par exemple l'article 75. Moi, je le lisais hier. Sur le cas des ministres qui ne devraient pas donner d'injonction à cette entité. C'est flagrant. C'est flagrant. Regardez, ils vous disent qu'il est doté d'un pouvoir et d'une capacité d'exercer librement ses fonctions, d'un pouvoir de décider en toute autonomie, d'analyser, de demander et ou de disséminer des informations spécifiques. Et plus loin, on rajoute qu'aucun département ministériel ne devrait donner des injonctions. C'était pas là. Ça veut dire que tout simplement, le président a pris sur lui l'initiative de dire attention, il faut qu'à un moment donné, qu'on dise aux gens, ils doivent s'arrêter. Et ça, c'est pourquoi je lui dis, quel que soit le bout par lequel on va prendre ce décret, cette sortie, pour moi, c'est un désaveu. Et ça, c'est clair, c'est un désaveu, c'est ce qui s'est passé hier. Maintenant, plus loin, ça a des conséquences. Parce que ce qu'ils ont fait, ça pouvait créer aujourd'hui un climat de suspicion et de méfiance entre les acteurs, d'abord de la CENTIF. Et ça peut gripper la machine. C'est ce qu'il faut éviter. Aujourd'hui, vous avez des entités qui travaillent. Dans chaque pays, ce sont des personnes normalement qui ont des pourcentages sur les dossiers qu'ils saisissent. Mais chez nous, ce n'est pas effectif. Les gens ils prennent des risques pour écouter, pour auditer, pour enquêter. Et en retour, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et s'ils ont pris l'initiative sur eux de le faire pour leur pays, et moi quand même, je me suis dit hier, un homme qui met sur la liste le nom de son père, de son oncle, il ne faudrait pas douter de la probité d'une telle personnalité. Pour moi, là, il n'y a pas de conflit d'intérêt.
Pourquoi sous d'autres cieux on accepte cela? Vous avez votre père qui est sur une liste, on vous dit non, il va faire le travail, il est professionnel. Il faut que chez nous on encourage de telles pratiques. Surtout que ce n'est pas lui qui juge. C'est seulement pour les magistrats. C'est une obligation. Lorsque la personne vous est proche, vous ne traitez pas du dossier. Vous ne traitez pas de saisie de facto. Mais lui, c'est une entité spécifique qui est bien connue. Il y a une loi qui cadre son fonctionnement, ses attributions et tout. Je pense qu'on aurait pu dire, bon, on laisse l'entité faire son travail, comme toujours. Et d'ailleurs, c'est de regarder les transactions, de fournir une liste de noms et de déposer. Et lorsque nous avons échangé avec les personnes, ils nous ont dit que le dossier est déjà à la CRIEF. Imaginez aujourd'hui, vous avez 4 dossiers qui ont été jugés au niveau de la CRIEF. Vous avez 150. Le Premier ministre, dans son discours de politique générale, est revenu sur les statistiques. Vous avez 150 personnes aujourd'hui qui sont inculpées là-bas. Vous avez au moins plus de 30 milliards de nos francs aujourd'hui qui sont au niveau de la Banque centrale, qui ont été saisis au titre de caution. Donc ça veut dire que vous avez une institution, quelles que soient les limites ou les difficultés qu'elle rencontre, qui fonctionne, qui est en train de faire son travail, et on vous dit que l'essentiel de ces dossiers-là, les grandes gueules. Je pense que cette initiative-là, il faudrait éviter de gripper la machine et de prendre des décisions qui peuvent avoir d'autres implications. Déjà aujourd'hui, il y a un climat de méfiance entre les hommes en robe noire. Déjà, les gens le disent. Maintenant, il y a les réformes qui sont annoncées à la CRIEF. Parce qu'on dit qu'il faudrait que les tribunaux de première instance cessent de travailler sur les dossiers qui relèvent de la compétence de la CRIEF. Et pour pallier le problème, ils ont proposé à ce qu'on ait des représentants de la CRIEF dans chaque juridiction. C'est-à-dire qu'on crée une chambre là-bas, qu'ils soient là. Dès qu'un dossier qui tourne autour d'1 milliard vient, qu'on prenne le dossier rapidement et qu'on l'amène au niveau de la CRIEF pour éviter un sévauchement. Donc tout ça, je pense que ce sont des initiatives encouragées et en même temps de renforcer, je pense, la chambre de l'instruction. Parce que souvent, il y a des dossiers qui viennent, on constate que l'effectif n'est pas assez important et donc on passe beaucoup de journées, beaucoup de jours sur un seul dossier et donc il a été proposé aussi de renforcer et la chambre de contrôle et la chambre d'instruction pour quand même qu'on ait une institution qui peut aller vite. Parce que n'oubliez pas que ceux qui sont en détention, ils attendent toujours leur jugement. Et ça, je pense que ça ne peut pas arranger. Lorsque les gens sont inculpés, il faut aller au procès. Parce que le fait de continuer à attendre, ça crée des suspicions. Les gens sont en train de dire, ils n'ont pas de preuves. Ils prennent du temps pour rassembler des preuves. Et ça, il faut l'éviter. Je pense qu'il faut juger les gens, les laisser, ou lorsque vous n'avez pas de preuves, il faut tout simplement les libérer. Parce que quelle que soit aujourd'hui la détention, le fait de les placer sous mandat de dépôt ou de les placer sous contrôle judiciaire, tous les deux en régime commun, c'est la privation de la liberté. Parce que même si vous êtes chez vous, on bloque vos dossiers de voyage, vos déplacements sont limités et chaque semaine vous devez vous présenter pour émarger sur la liste de contrôle. Tout ça, je pense que peuvent être des alternatives en attendant qu'il y ait procès, pour ne pas que les gens continuent à attendre à la maison centrale avec les questions de morbidité, aussi d'espace assez réduit. Il y a des gens qui ne peuvent pas... Tellement de choses, questions de santé. Voilà, il a annoncé hier la construction d'un R+2 pour agrandir... Allez-y, Daouda, sur la question rapidement. Bon, rapidement, moi je commencerai d'abord par réagir à un temps je vais dire, des explications de Mohamed Mara. Nous les journalistes, nous ne sommes pas là pour faire la promotion de qui que ce soit, ou qu'on dise que tel est devenu ministre grâce à ce que les journalistes ont apporté. On ne le fait pas, mais lorsque vous faites bien un travail, on le reconnaît. Et cela, lorsque vous faites mal votre travail, on le reconnaît. Si en reconnaissance que vous faites de bien, vous permet d'être ministre, d'être directeur, de devenir président, c'est pas nous. C'est tant mieux, c'est pas nous qui le faisons. Nous ne faisons que notre travail. Justement, il y a juste qu'en faisant notre travail, quelquefois, nous donnons de la visibilité à certaines personnes. De la visibilité, ce n'est que notre travail. Justement. Ce n'est que notre travail, donc on ne peut pas réclamer des médailles pour cela. Personne ne l'a réclamé ici. Hein? On ne peut pas réclamer des médailles pour cela. Donc, je disais de l'autre côté, et j'ai bien écouté la dernière fois Charles Wright, et j'ai bien aimé quand il disait à un moment donné qu'il n'a pas besoin d'approbation de la présidence pour faire bien son travail. J'ai aimé cette expression. Et c'est bien dit parce que lorsqu'il doit attendre une approbation du côté de la présidence ou d'un conseiller ou en tout cas de celui qui est le mieux écouté par le président pour faire son travail, c'est qu'il n'est pas en train de faire son travail. Mais en le disant qu'il n'attend pas d'approbation d'un président ou de qui que ce soit pour faire son travail, qu'il le fasse de manière à ce qu'il n'y ait pas de reproche à lui faire.
Mais lorsqu'il le Mais fait... c'est justement l'indépendance de la justice. Effectivement. Mais ça dépend. Quoi qu'on dise en matière d'indépendance de la justice, quelquefois nous avons observé qu'en matière de justice, par rapport à certains dossiers, il faut toujours une volonté politique. Non, mais le ministre, lui, n'est pas indépendant. Quand on parle d'indépendance de la justice, c'est des magistrats. Le ministre... Moi, je vais au-delà. Moi, je vais au-delà de la justice. Je vais au-delà de la justice, qu'on soit ministre de l'économie, qu'on soit ministre du commerce, ministre de l'industrie ou quoi qui qu'on soit, il y a une feuille de route que vous avez. Oui, et je rappelle également, quand on définit les attributions et le fonctionnement des institutions, notamment des départements ministériels, ça amène à éviter des collisions qu'on a connues entre les départements ministériels dans notre pays. Quelqu'un par endroit peut penser que c'est lui qui doit faire ça, et de l'autre côté, un autre département également a les mêmes compétences ou a la possibilité de le faire. Mais lorsque le fonctionnement et les attributions sont clairement définies, ça permet à chacun de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et le ministre de la Justice, il part d'un document. Il parle d'une base pour se lancer dans certains dossiers. Parce que quand il dit que je fais ceci, je fais cela, il rappelle le plus souvent certains articles. Parce que quand on voit ces communiqués ou même ces arrêtés, on voit des articles qu'il rappelle. Mais est-ce que ces articles sont vraiment exhaustifs pour lui permettre d'aller plus loin, ou il y a les autres qui ont également d'autres compétences qui leur permettent d'arrêter le ministre lorsqu'il est dans un élan? Ce sont des éléments aujourd'hui qu'il faut ressortir davantage pour permettre à chacun de rester dans sa case et de travailler de façon efficiente et efficace. Mais lorsqu'on veut mettre tout le monde sur un même angle pour dire que vous êtes ministre de la Justice, voilà, c'est ce que vous devez faire. Et de l'autre côté, il y a un service, certes, qui relève de vous, mais donc, sur lequel vous n'avez pas assez de force. Parce que quand on parle... Lequel, par exemple? Tu veux parler de quel service? Quand on parle de CENTIF, par exemple... La CENTIF ne relève pas du ministère de la Justice. Je dis, la CENTIF ne relève pas, certes pas du ministère de la Justice, mais il y a des fonctionnements, il y a des actions de la CENTIF qui peuvent avoir un lien avec le ministère de la Justice, parce que dans l'aboutissement, parce que voilà, à la finalité, le ministère de la Justice peut avoir un dessus sur la CENTIF, même si la CENTIF a une autonomie, a une indépendance, mais à l'arrivée, la CENTIF est placée sous la tutelle de la BCRG. De la BCRG, est rattachée à la présidence. Effectivement, mais les résultats des actions de la CENTIF par moment peuvent impliquer une supériorité du ministère de la Justice, parce que quand on va à la justice, quand on va à la résolution pour reconnaître la vérité, on va arriver à la justice. Et la justice... Cela ne donne pas... c'est que je suis en train d'écrire à la CENTIF. Moi, je te comprends bien, mais quand tu prends ça comme ça, c'est comme si il y avait des relations, je ne sais pas moi, de subordination. C'est comme la Cour des comptes. La Cour des comptes, tu vas dire quel ministre va être au-dessus. Il n'y en a pas. La Cour des comptes, je ne parle pas forcément de relations de subordination, au fait, mais il y a des pans des actions. La justice travaille avec les éléments fournis par la CENTIF, c'est ça. Voilà, effectivement. Voilà. Et c'est la finalité, c'est ça. C'est la finalité. Et à ce niveau, la justice ne peut pas... L'indépendance ou l'autonomie, l'indépendance et l'autonomie de la CENTIF ne peut pas être évoquée à ce niveau, parce que la finalité arrivant à un jugement... Ils donnent leur rapport et puis c'est fini, il n'y a plus de relation. Je parle de leurs actions, je parle de la finalité. Je parle de la finalité. Je parle de la finalité des actions de la CENTIF. La CENTIF relève de la Banque centrale de la République. Mais les actions ne se limitent pas à la Banque centrale. Lorsque les actions sont menées, il y a une suite à donner à cela. Donc ce n'est pas la CENTIF en tant que telle, mais ce sont les actions de la CENTIF, la finalité de ces actions qui peuvent arriver au niveau de la justice. Mais ce qu'il faut aujourd'hui rappeler, Charles Wright, on l'a vu très engagé, on l'a vu avec une apparente volonté de bien faire, ou d'ailleurs de mieux faire que tous, mais par moments, il faut se dire qu'il se heurte
à des obstacles que lui-même dresse devant lui. Parce que lorsqu'il veut aller et avec cette énergie... la jeunesse passe par là. La jeunesse passe par là, certes. Peut-être, oui. Oui, c'est mais... une hypothèse. Et je crois que par moment, il faut aujourd'hui qu'il fasse... qu'il mette en face de lui le tableau de toutes ses actions. Depuis le parquet jusqu'à aujourd'hui, ministre de la Justice, il y a beaucoup de dossiers que Charles Wright a dépoussiérés. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a quand même beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent... Savoir quand prendre la parole. Il y a beaucoup de bonnes choses. Quand donner la parole au procureur, savoir quand se taire. Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses, mais qui peuvent avoir une autre face de la médaille. Ça peut être... L'action peut être bonne, la démarche peut être très bonne, mais par moment, lorsque il y a des moments où vous outrepassez, je vais dire, vos prérogatives, où vous en faites de trop, même si elle est bonne parfois, les gens finiront par dire que vous êtes par moment dans une dynamique d'acharnement. Camarade. Voilà. Bien. Merci de mettre un point. Mafoudi, allez-y pour clore sur ce sujet. Votre micro. Voilà. Ça fait un bon moment qu'il y a pas mal de choses qui se disent, mais je pense que ce qui est arrivé sur le cas de la Saint-Yves, c'est quand même de nature à obliger le ministre Charles Wright à stopper les choses, à s'arrêter, à se poser les bonnes questions et à repartir. Parce que c'est quand même grotesque. Quand le débat a été posé, certains n'avaient pas tous les éléments. Mais lorsque le président en personne, il y a cette communication sur la chaîne nationale où on lui rappelle ce qu'il est censé savoir, je pense que c'est un grand désaveu. On ne peut pas appeler ça autrement. On ne peut pas appeler ça autrement. Et c'est vrai qu'il fait des sorties. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut communiquer. Parce que la communication, c'est la base. En tant que journaliste, on a toujours souffert du silence des gens qui nous dirigent. Donc, de maintenant jusqu'à l'infinité, moi, je soutiendrai que les gens viennent nous parler parce qu'on a besoin de l'expertise des gens qui comprennent. C'est important aussi, de conseiller ces gens que nous voulons encourager à parler, de savoir parler au bon moment, pour ne pas se créer eux-mêmes des problèmes. Parce que quand vous communiquez la communication, le fait de parler, c'est pas forcément. C'est pas forcément, c'est ça le problème. On ne règle pas des comptes envers les médias. Ce n'est même pas la parole. C'est pas la parole. C'est pas la parole. C'est la méthode, c'est la démarche. Parce que normalement, imaginez, beaucoup ne savaient même pas toute cette information, toutes ces informations sur le fonctionnement de la Saint-Yves. Mais à cause de ce problème, on a eu des éléments. Et lui, en tant que ministre, il est venu pour parler. Ce qui est aberrant, c'est de voir qu'il fournit des informations qui sont contraires à ce qui est. À la réalité. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux pour lui. Je ne sais pas s'il mesure aujourd'hui la gravité, parce que si ça ne s'en tenait qu'aux médias, je pense que même hier, dans sa réaction, on sentait cette petite colère contre les médias. Mais après, c'est pas que nous. C'est le président, c'est la présidence. Il y a cette communication. Les médias ont aidé à voir clair dans la situation, à sortir surtout cette loi. Ça ne devrait même pas être comme ça, parce que c'est un ministre. C'est le rôle des médias. Ministre, on suppose qu'il connaît toute cette loi plus que nous-mêmes, parce que nous, on est généralistes. Oui, mais si on s'en tenait à ce que disait le ministre et que les journalistes ne fouillaient pas pour sortir la loi justement pour montrer l'indépendance de la Saint-Yves. Je vous parle de sa communication après qu'on ait évoqué ce problème sur la Saint-Yves. Il aurait été celui-là qui nous aurait éclairé. Mais à l'écouter, c'est comme s'il nous amenait là, alors que la loi dit cela. Moi, c'est ce qui me dérange. C'est pourquoi il va falloir qu'il se pose les bonnes questions, parce qu'effectivement, on ne cessera jamais de le répéter. À un moment donné, il a été brandi comme l'espoir quand on parle de justice. Et quand ça se dessine comme ça, c'est pas bon et pour lui personnellement, parce que c'est sa carrière qu'il met en jeu. Et c'est pas bon et pour la transition, parce que la transition, quoi qu'on dise, on veut le développement, on veut tout, mais l'expression sur laquelle le président est parti, c'est qu'on connaît beaucoup de corruption. Et pour lutter contre la corruption, il faut la justice. Et pour que la justice, et pour que la justice marche, il faut qu'il y ait des hommes qui puissent justement faire les choses très bien. Je ne crois plus. Donc, ce que je disais, il faudrait que ce soit en fait le mur. C'est bon. Comment corriger les choses pour que on puisse...
Oui, je veux dire quoi? C'est pas Ça veut dire- Il a atteint Voilà. le mur. Le haut là. Il y a le mur, voilà. Non, le haut là. Qu'il essaie de revoir tout autour de lui. Parce que moi encore, là où je suis, je ne doute pas de sa volonté. Je me pose encore des questions sur il est qu'est-ce quand qui même s'est pétri de passé talent, sur quoi ce qu'on dossier dise. de Il la peut faire CENTIF. beaucoup de choses. En L'essentiel attendant est de que se j'ai remettre des en éléments, question. je reste totalement perdu parce que c'est un Charles que je ne reconnais pas. Alors comme je le disais, c'est le mur. Il faut qu'il s'arrête, qu'il essaie de comprendre ce qui se passe et qu'il se relance parce que cette transition a besoin des hommes comme lui. En tout cas, l'image qu'il nous a présentée tout au début. Oui, avant peut-être d'aller à la pause tout à l'heure, on va évoquer cet autre sujet. Nous restons dans le cadre de la justice, la suspension du juge Diawara. Voilà. Le magistrat gagne devant le Conseil supérieur de la magistrature. Ah oui, hier, quand j'ai vu cette information, j'ai dit ça en est de trop pour mon ami Charles aujourd'hui. Si je me souviens. Oui, et il faut voir, là aussi, il faut rappeler, le juge Diawara était le président du tribunal pour enfants. Il était en même temps le président de l'association des magistrats de Guinée. Leur conflit est parti d'où? Lorsque le ministre de la Justice a engagé des poursuites judiciaires contre l'ancien président du tribunal du commerce, le juge, comment on appelle ça? J'oublie son nom, Pierre Lama. Donc il a engagé des poursuites judiciaires contre Pierre Lama. Et puis, très tôt engagé, il a publié. Il a publié comme il le fait habituellement sur les réseaux sociaux. L'association des magistrats de Guinée n'a pas apprécié. Lui, en tant que président, a fait un communiqué dans lequel il a rappelé, n'est-ce pas, au ministre de la Justice un certain nombre d'éléments. Oui. Par exemple, pour des poursuites qu'il devrait engager contre le magistrat Lama, le juge Diawara a estimé qu'il devrait saisir le Conseil supérieur de la magistrature. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui devrait faciliter, n'est-ce pas, une telle poursuite. La deuxième chose... Ce dernier étant membre du Conseil. Non, un magistrat. Un magistrat de haut rang pour le poursuivre. Président de tribunal pour engager des poursuites contre... Il faut saisir le Conseil. Il faut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. L'autre chose qu'il a dit, vous ne pouvez pas, pour les décisions qui concernent des magistrats, tout le temps mettre ça sur la place publique. Parce que même les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, toutes les décisions d'ailleurs ne sont pas rendues publiques, c'est entre eux là-bas. Oui. Donc c'est ce rappel-là qui avait été fait. Le ministre n'a pas apprécié, il a fait un long communiqué. D'abord, il a suspendu le juge Diawara du tribunal pour enfants et quelques temps après, il l'a tout simplement remplacé. Oui. Il a tout simplement remplacé. Donc, je crois les autres, ils ont saisi les tribunaux. Et de l'autre côté, le ministre, lui, il a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Ce que nous apprenons, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, après examen, l'a débouté. Parce qu'on a estimé que le juge Diawara n'a pas agi en tant que magistrat, mais il a agi en tant que président de l'association des magistrats. Vous vous rappelez, à l'époque, lorsque la décision a été prise, je crois l'association des magistrats de l'Afrique lui avait apporté son soutien. Oui. C'est finalement la finalité qui est là. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce en sa faveur. Et il y a d'autres actions judiciaires sur lesquelles Mara pourrait revenir. Bien, en 30 secondes, Guiba, nous devons aller à la pause. Oui, Mara, nous reviendrons avec vous pour les explications après la pause. Oui, justement, en 30 secondes, je pense que c'est la qualité de l'homme qui aurait échappé à Charles. Ce n'est pas en fait l'homme de droit qu'il fallait voir, c'est le président de l'association qui a fait une sortie. Et je pense que j'ai comme mon avis, en tout cas c'est ce que je me dis, certainement le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas statué parce que M. Diawara était au niveau du tribunal pour enfants, mais plutôt le président de l'association qui a fait une sortie. De l'association des magistrats. Justement, là, on ne peut pas parler d'insubordination. Je pense que là, en matière disciplinaire, on a plutôt regardé le président de l'association des magistrats au lieu d'homme de droit. Je pense que c'est ce qui a pesé dans la balance. Mais Charles, à mon avis, a placé les charrues avant les bœufs en prenant cette décision de le suspendre. Parce qu'il n'est pas une autorité de nomination. Normalement, ceux-ci sont nommés par décret. Il aurait pu, par exemple, oui, c'est là d'ailleurs le débat. Il y a eu le choc entre eux. Parce que vous avez écouté Diawara qui disait non, même celui-là qui m'a remplacé, il fallait d'abord pour avis. Et surtout,
l'autorité de nomination, le président, et consulter le Conseil supérieur de la magistrature. Bien, Diba, même lui à son départ, on va prolonger le débat si tu le permets. Nous allons prolonger le débat dans la deuxième partie de l'émission. Bienvenue chez les Grandes Gueules si c'est maintenant que vous nous rejoignez. Mais aussi sur Espace TV, merci de nous écouter à Farana sur Bamboo FM. Vous nous écoutez du côté de Kankan Nabaya sur la 99.7 sur Radio Espace Kankan. Vous nous écoutez également du côté de Zérékoré, de Mamou, mais aussi de l'Abbé. Sans oublier Kindia et Bokeh, merci de votre fidélité. C'est évidemment sur nos antennes régionales. Merci à guinématin.com, guinée114.com et guinénews.org qui sont nos sites partenaires qui relaient cette émission. Merci également à Sola Media qui relaie l'émission sur les réseaux sociaux. Une soirée caritative en faveur des enfants atteints d'albinisme. C'est une initiative de l'ONG Action d'autonomisation et de protection pour le progrès. L'objectif de cet événement est d'attirer l'attention de la société sur le cas des enfants vivant dans des conditions précaires et de mobiliser les ressources nécessaires pour faciliter leur encadrement, éducation et insertion socio-professionnelle. Nous en parlons ce matin avec Nanyuma Faro. Elle est la présidente de l'ONG AAPP. Le match du rire, on parle culture, est à sa 5e édition cette année. Pour terminer l'année en beauté, Nord-Sud Communication compte réunir plusieurs humoristes guinéens, ivoiriens, camerounais et même marocains, tenez-vous bien. L'idée sera non seulement d'offrir de la joie aux spectateurs, mais aussi de créer des liens entre les humoristes. L'édition de cette année connaîtra surtout la participation de la nouvelle génération d'humoristes guinéens. Al Soirée, organisateur de l'événement, et Bapa Zigué, notre collègue ici, humoriste, sont nos invités ce matin. Ils seront avec nous donc chez les Grandes Gueules. N'oubliez pas, les canaux n'ont pas changé. Vous pouvez toujours interagir au sujet ici développé, 657 39 13 13 ou sur Twitter ou hashtag espace IGG. Nous prendrons toujours en compte vos différents messages. Alors, les collègues ont continué avec l'actualité. On parlait justement, Mohamed Mara, de cette suspension du juge Diawara, le Conseil supérieur de la magistrature qui tranche finalement. Malheureusement, pour le ministre Charles, nous n'avons pas le choix que de parler de lui. Parce que là également... On ne parle pas de lui, on parle de l'actualité. Non, mais on est obligé... pas de sa personne, on même est s'il est concerné. On est obligé, Moussa Yoruba, parce que c'est quand même lui qui est débouté. C'est quand même le ministre, là, qui a engagé sa responsabilité en poursuivant ce magistrat. Oui. Jacques est revenu sur les conditions dans lesquelles il a procédé à la suspension de M. Mohamed et à son remplacement. Diawara. Avant même le remplacement, il s'est passé des choses, justement. M. Mohamed Diawara, tout le monde le connaît. En tout cas, le monde du droit le connaît parce qu'il n'est pas simplement que magistrat. Moi, je l'ai découvert, je crois qu'il était encore juge à Kerouani. Je l'ai découvert à travers ces tribunes, des contributions scientifiques en fait, en droit. Des articles fouillés, documentés. Alors, je commençais à prendre vraiment du plaisir à le lire. Mais j'avoue que c'est quelqu'un que je ne connais pas. Je ne le connais pas physiquement, je ne l'ai jamais rencontré. Mais ses écrits, c'est connu des facultés de droit et tout. Après le doyen Ali Ndramé, qui a écrit à profusion et qui continue d'écrire, on était quand même... il y avait une sorte de sécheresse parce que très peu de magistrats écrivaient. Lui, il est venu combler ce vide-là. Même sur la question de la liberté de la presse, vous pouvez fouiller, vous verrez pas mal de ses contributions. Donc, le monsieur est arrivé à la CRIEF, ne l'oubliez pas. Il fut l'une des premières personnes à être extraite de la CRIEF. Imaginez, vous quittez la CRIEF, on vous envoie au tribunal pour enfants comme procureur spécial. Là déjà, ça doit déjà donner à réfléchir. Il y est, mais il est le président des magistrats de Guinée. J'ai revu quelques liens Google sur cette association, les votes et tout. Je me suis rendu compte qu'il a même été élu à l'unanimité. Vous imaginez quand même, avec tout ce que la Guinée comportait, parce qu'avant même la vague de retraite, comportait de têtes couronnées du droit dans la pratique judiciaire. Jeune qu'il est, il a été porté à la tête de l'association des magistrats de Guinée. Il est là, mais il y avait ce contentieux, il y avait ce problème entre ces reproches faits notamment par le ministre Charles à l'ancien président du tribunal du travail et du commerce, monsieur Pierre Lama. Ce dossier est connu. Il a voulu le poursuivre pour prévarication de biens publics. Ok.
Mais la manière, la procédure, la méthode forte, les magistrats ont dit attention, là où tu veux l'envoyer, ce n'est pas à eux de le juger. Ils ne sont pas habilités. Il faut l'envoyer plutôt devant le CSM, parce que c'est vrai. Le CSM siège également en matière disciplinaire. Et lorsque le CSM siège en matière disciplinaire, ce n'est pas le président de la République n'est pas le président. Il cesse d'être le président pour cela en matière disciplinaire. Le ministre de la Justice qui est vice-président cesse également d'être vice-président pour cela. C'est le premier président de la Cour suprême qui est le président de séance. Et tu as tout un niveau, cour d'appel et ainsi de suite, tout un tas de on met les magistrats. politiques de côté. Oui, c'est les gens désignés qui sont au CSM. Donc, ce sont ces gens-là qui jugent. C'est un procès. C'est un procès. Hein? Donc, simplement que les magistrats ne sont pas jugés, dans ce cas-là, devant les tribunaux comme toi et moi. C'est comme les militaires. Ça, ce n'est pas un délit de droit commun. Il ne peut pas être jugé devant les tribunaux ordinaires. C'est exactement pareil. Ils lui reprochent. Donc, eux, ils ont dit, il faut l'envoyer là-bas. Mais la procédure, telle que tu l'as enclenchée, n'est pas normale, 1. Et 2, vous jetez en pâture. Hier, je parlais des communiqués. C'était justement son communiqué qui avait amené le problème. Ils ont dit, vous ne pouvez pas mettre cette procédure-là sur les réseaux sociaux. Parce que c'est des réseaux sociaux. C'est même pas dans les médias, ça a été publié sur Facebook. C'est de Facebook que nous, les médias, on a été alertés et on a pris, on l'a diffusé. Donc, ils ont dit, ce n'est pas normal. Il n'a pas aimé. C'est là qu'il prend la décision, une première décision pour suspendre le monsieur. Décision qui a été attaquée directement en annulation devant la Cour suprême, sa chambre administrative. Donc, pour que la décision soit annulée, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à son remplacement provisoire par un intérimaire. Cet acte aussi, cette deuxième arrêté également, a fait l'objet d'un recours, notamment pour obtenir un sursis à exécution, dans la mesure où le premier acte lui-même était attaqué en annulation. Donc les deux arrêtés concernant à la fois sa suspension et son remplacement temporaire ont été attaqués devant la Cour suprême. Vous savez, la Cour suprême a 2 mois pour statuer. Mais la Cour suprême, donc cela est lent, mais la suspension n'étant qu'une mesure conservatoire devant durer 30 jours, il a été donc demandé à la Cour suprême de raccourcir le délai. En attendant, qu'est-ce que le ministre fait? Non seulement il outrepasse tout ça, donc il bypasse les 2 procédures en cours. Il cite directement le monsieur devant le Conseil supérieur de la magistrature. En fait, de l'entêtement. Mais ça ne l'a pas suffi. Directement, il est passé en force en faisant signer un décret. Comme lui n'a pas de pouvoir de nomination, puisque celui qu'il a nommé pour remplacer temporairement, là il a ce pouvoir. Cela est contesté à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait prendre un décret pour purement et simplement démettre le monsieur et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce qui m'a étonné, c'est que l'association, le réseau régional en Afrique des magistrats s'est exprimé là-dessus, a dit qu'il a tort. Vous vous souvenez, on lui a posé la question dans ce studio. La réponse était, moi aussi je suis magistrat. J'ai dit, mais l'association même, vos propres pères vous blâment là-dessus. Il a balayé cela d'un revers de la main. Mais même à Tel Aviv, lors du congrès mondial, un communiqué également est venu dire, ce n'est pas normal. Le garde des Sceaux ne peut pas violer ainsi la loi. Il n'a pas voulu écouter. Malheureusement, le CSM s'est réuni. Nous ne pouvons pas divulguer la décision parce que ça, on ne peut pas. Mais nous avons l'information. L'information, elle est sacro-sainte, elle est diffusable. Il a été débouté purement et simplement. Maintenant, la question qu'on pose, qu'est-ce que le monsieur devient? Il est déjà remplacé. Il va devoir être affecté. Qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Il a obtenu gain de cause. On se rend compte que le ministre avait pu purement et simplement outrepassé les mesures, mais qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Parce que pour l'association des magistrats, il faut quand même rappeler... Qui reste posée, on attend de voir ce qui va se passer. Rapidement pour clore ce sujet. Oui, avant Pierre Lama, il faut quand même se souvenir que le premier à bénéficier du soutien de l'association des magistrats, c'est M. Charles. C'est lui. Quand il avait été suspendu par le ministère de la Justice, pour le ministre de la Justice d'alors, l'association des magistrats est montée au créneau pour dénoncer jusqu'à obtenir son retour. Parce que vous voyez, quand il avait été suspendu, on est venu fermer son bureau à la cour d'appel. Tout ça, c'est des agents en uniforme qui étaient venus même faire ça. L'association des magistrats... On disait même que son véhicule aussi a été... Oui, avec à sa tête le juge Mohamed Diawara,
lui a apporté du soutien jusqu'à ce qu'il soit rétabli dans ses fonctions. Donc on n'a pas compris qu'avec le Pierre Lama, lorsque ce dernier a bénéficié du soutien de l'association des magistrats, que ce soit une suspension qui suive et venant de qui? Un limogeage. De l'ancien procureur général, Quand même. Que vous avez soutenu. Oui. Bien.